Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. Au programme de ce samedi 20 juillet 2024, le courrier des auditeurs. Bonjour à tous et bienvenue dans le courrier des auditeurs qui vous est présenté cette semaine par Meguan et Sasa. Alors, aujourd'hui, nous sommes le dernier week-end avant les Jeux Olympiques de Paris. Alors, Taïwan se prépare. Je crois que tous les médias deviennent très excités en fait par rapport à cet événement sportif. Je crois que la plupart des médias taïwanais ont chacun préparé la participation de Taïwan à cette activité, cet événement sportif. Et nous aussi, de notre côté. J'espère que vous l'avez remarqué. Oh, il faut. On peut peut-être déjà pour rappeler que c'est aussi par rapport à JO, notre question du concours du mois de juillet, puisque nous vous invitons à nous dire 5 disciplines dans lesquelles des athlètes taïwanais défendront leur chance aux JO de Paris. C'est assez facile. Est-ce que tu sais dans combien de disciplines les Taïwanais sont présents ? 16. 16, oh, pas mal. Combien d'athlètes ? 60. Voilà. Donc, si t'es 5 sur les 60. Ah non, 5 sur 16. Les 16. Oh, je suis nulle en maths, désolée. 5 sur 16, ce serait bien. Ça se trouve sur notre site. Et il y aura 5 gagnants qui remportera chacun une sorte de gomme qui fait à la fois taille-crayon et brosse. En fait, c'est trouvé par Tiffen. Et en plus, on peut signaler aussi qu'à partir de il y a quelques jours, nous avons une nouvelle émission tous les jours sur RTI, dans le programme notamment, et sur notre site internet, qui est réalisé par notre stagiaire Alex, et qui porte justement sur les Jeux Olympiques, la participation taïwanaise. Donc rien qu'en écoutant ces émissions, je pense que vous pourrez répondre à ces questions. Facilement, oui. Et ça nous permet aussi de rappeler que nous avons lancé une activité bonus en fait à propos des Jeux Olympiques, surtout par rapport à la participation de Taïwan en fait. Oui, tout à fait. Et surtout ce qui est intéressant personnellement, je trouve, dans cette activité, c'est ce qu'on peut gagner. Oui. Parce qu'en fait, on peut gagner 5 marque-pages qui représentent des animaux endémiques de Taïwan. Oui. Et alors pourquoi 5 ? Et c'est en papier coupé. Waouh, ok. Donc pourquoi 5 ? C'est parce qu'en fait, on a 5 particularités dans la manière de présenter ces Jeux Olympiques. On a d'abord des émissions sur l'histoire de la participation de Taïwan aux Jeux Olympiques. On a des émissions de présentation des espoirs de médailles taïwanais. On aura des directs depuis Paris sur les compétitions pour Taïwan avec Clément Tricot, et puis qui seront retransmis sur notre page Facebook. On aura aussi une page web de Taïwan aux Jeux Olympiques de Paris, donc sur notre site. Qui est déjà active. Oui, qui est déjà active. Et il y a aussi on aura une couverture spéciale du pavillon de Taïwan à l'Olympiade culturelle. Donc en fait, dans ces 5 catégories, si on peut dire, si soit vous posez des questions, si vous donnez vos réactions ou vos commentaires, que ce soit sur Facebook, par email. Il suffit d'interagir avec nous en fait. Voilà, et bien vous pourrez gagner potentiellement, puisqu'il y aura un tirage au sort, un marque-page. Et donc, en fonction des différentes catégories d'articles auxquels vous aurez réagi, vous aurez de plus en plus de chances de gagner jusqu'à 5 marque-pages. L'ensemble des 5 marque-pages que RTI a réalisé cette année, en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à déjà commencer, en fait, parce que les émissions sont déjà en ligne. Vous pouvez nous écouter. En fait, dans le programme en ligne, c'est tous les jours après le décryptage. Avant les émissions thématiques. Donc, c'est une rubrique de quelques minutes seulement qui vous permet de mieux comprendre et de connaître les athlètes taïwanais et l'histoire de participation de Taïwan aux Jeux Olympiques. Voilà. Et maintenant, nous souhaitons saluer quelques auditeurs
pour leur rapport d'écoute, avec tout d'abord Hervé Duval, un auditeur qui nous écoute en France. Il a envoyé plusieurs rapports d'écoute du mois. Ça date un peu, mais merci beaucoup pour vos rapports d'écoute et avec des conditions d'écoute de 2 à 3 seulement sur la fréquence 6005. Merci beaucoup, ça fait toujours plaisir de recevoir vos rapports d'écoute et nous avons des rapports d'écoute très complets et détaillés de la part de Serge Lénard, un auditeur fidèle de la France aussi. Oui, il nous a envoyé un rapport sur l'écoute du 29 mai et du 30 mai. Oui. Il a notamment bien apprécié l'émission que tu avais faite en fait. Tout à fait, qui était difficile à faire sur Israël et Palestine vue de Taïwan. C'était 2 émissions en fait, 2 volets, n'est-ce pas? Oui. Et il a aimé aussi l'interview par Florian Dai dans Femmes d'ombre, Femmes de lumière de Sally, qui était une enseignante en collège et lycée. Donc il a indiqué que ce qu'il aime bien dans ce sujet et dans d'autres reportages que l'on fait parfois, c'est le côté qui donne de l'espoir avec de la joie de vivre et de la gaieté. Ce qui manque un peu parfois dans les journaux télévisés. Donc c'est vrai qu'on apporte ça change. Cet aspect complémentaire. Oui. Donc voilà. Merci beaucoup, ça fait plaisir en fait d'avoir ce rapport d'écoute qui est encourageant en fait pour nous en fait. Ouais, voilà, donc nous vous invitons à resuivre ces 2 émissions le 29 et le 30 mai en ligne. Alors maintenant, nous pouvons commencer aux questions à répondre aux questions des auditeurs. Peut-être qu'on peut commencer par une question qui était en lien avec les Jeux Olympiques. Oui. Il y a notamment Maggie Roy qui nous a écrit et nous a envoyé 2 questions, dont l'une qui nous demande sous quel vocable est-ce que Taïwan va concourir. Est-ce que c'est sous le nom de Taïwan ou de Chinese Taipei, Taipei chinois? Alors, je te laisse répondre à cette question sensible. C'est une question qui me déplaît, mais qui est tellement réelle. Enfin, c'est pas la question qui me déplaît, c'est le sujet en lui-même, en fait. Parce que malheureusement, on doit utiliser toujours Chinese Taipei. Donc, pour le comité olympique, Taïwan n'existe pas. Donc, même le comité olympique de Taïwan, ça s'appelle le comité olympique Chinese Taipei, en fait. Voilà. Et en français, c'est Taipei chinois. Les médias taïwanais focalisent chaque année, chaque édition, sur l'ordre de classement des différentes délégations lors de la cérémonie d'inauguration pour savoir quand est-ce qu'on entre. Est-ce que c'est par la lettre C ou c'est par la lettre T? Voilà, du coup, c'est un peu... C'est délicat, en fait, selon des fois. Donc, on va voir cette année. C'est pas facile pour les organisateurs de décider, j'imagine aussi. Oui, mais bon, je pense que la Chine a beaucoup de pouvoir là-dedans aussi. Donc, on va suivre cette année, si ce sera plus avec un T ou avec un C qu'on va sortir. Mais en tout cas, c'est Taipei chinois, Chinese Taipei. On n'a pas le droit d'utiliser notre drapeau national non plus. Donc, nous avons un drapeau olympique. Spécial pour les Jeux Chinese olympiques. Taipei qui représente les 5 anneaux, en fait, olympiques. Donc, et si on remporte une médaille, c'est pas l'hymne national qui est diffusé, c'est l'hymne de drapeau. Voilà. Donc tout cela pour dire que Taïwan n'existe pas. C'est pour ça que je dis que c'est un sujet que j'aime pas trop. Parce que jusqu'à présent, on peut rien faire en fait. Il y en a qui ont demandé pourquoi on n'organise pas un référendum pour dire que les Taïwanais exigent que l'appellation de l'équipe nationale de Taïwan change. Mais finalement, c'est pas nous qui décidons en fait. Même si l'ensemble des Taïwanais votent pour un oui, on utilise l'appellation de Taïwan, ça ne changera rien au niveau international en fait. Ouais. C'est toute la complexité de ce sujet. Ouais. Mais Maggie Roy avait une deuxième question en fait. Oui, tout à fait. Alors sur un sujet complètement différent, elle est revenue sur les émissions de Clément Tricot de janvier 2023, donc ça fait déjà quelques temps, et aussi une vidéo qui avait été réalisée par Michel Long sur l'encre des calligraphies. Et c'était vraiment des reportages passionnants. Et donc elle nous demande... les bâtons d'encre qui sont utilisés en calligraphie au pinceau, comment se fait la dilution de cette encre? À quoi sert la pierre d'encre ou la pierre à encre? Et est-ce que c'est une technique toujours actuelle? Donc ça, c'est une de ces questions. Et l'autre, c'est la calligraphie est peinte sur du papier de riz. Et comment est fabriqué ce papier?
Alors, j'ai fait quelques petites recherches. Si tu veux, tu peux compléter parce que oui, je crois sûr. que tu en as fait aussi. Mon mari le fait au quotidien. La calligraphie. Alors moi, personnellement, j'ai demandé aussi à Floriane puisqu'elle fait aussi de la calligraphie. C'est-à-dire que nous, on a l'habitude en France de voir l'encre dans un petit bol. Liquide, en fait, déjà tout prêt, en fait, c'est ça. Tout à fait. Mais en fait, à Taïwan, c'est sous forme de bâtonnet rigide. Donc, elle n'est pas encore diluée dans l'eau. Non. Et donc, pour la diluer, comment on fait ? On prend une pierre qui est en général pas une pierre qu'on prend dans la rue. Hein. C'est une belle pierre sculptée, justement, avec un petit incurvé à l'intérieur, comme un petit réceptacle, donc, dans lequel on met de l'eau. Et on va frotter le bâton d'encre. Et petit à petit, ça prend un certain temps, il y aura de l'encre diluée qui va couler et qui va rester dans un endroit spécial sur cette pierre. Et donc, c'est des pierres assez belles, hein, sculptées. Et... Des fois, c'est des pièces d'art, en fait, la sculpture des pierres à encre. Et aussi, ça joue dans la réalisation de la calligraphie aussi. Si on veut un encre très épais, il faut peut-être moins d'eau et plus de frottement de bâton pour que ça devienne plus épais, en fait. Du coup, ça joue aussi selon le calligraphe, son souhait. Des nuances de noir. Voilà, tout à fait. C'est artistique, en fait, on pourrait dire. Oui, tout à fait. Et ça fait aussi un peu partie du kung-fu, en fait. Moi, je dirais ça comme ça, parce que c'est vrai que moi, j'ai fait très peu de calligraphie, mais le professeur m'avait dit c'est du kung-fu. Alors que pour moi, le kung-fu, c'est des arts martiaux. Mais pourquoi c'est du kung-fu ? C'est parce que ça demande à la fois une attention sur la concentration, la respiration, être dans le temps présent, etc. Je pense qu'avec le frottement continu, en fait, ce geste si simple et le bruit qui sort, je pense que ça permet de se calmer, de se concentrer progressivement vers l'écriture, en fait. Tout à fait. En fait, c'est une étape préparatoire. Mais en revanche, ce que m'a dit Floriane, c'est que ça prend quand même un peu de temps. Donc, parfois, quand on fait de la calligraphie à l'école ou quand on en fait beaucoup pour s'entraîner, c'est plutôt l'encre en bouteille déjà... Qui sont vendues, surtout pour les écoliers, en fait. S'ils doivent... Parce que quand j'étais petite, c'était encore obligatoire. Mais maintenant, c'est plus obligatoire. Donc, l'école a le choix de donner ce genre de cours ou non, et le nombre d'heures, en fait. Du coup, mais c'est quand même plus pratique pour les enfants d'y aller avec une bouteille d'encre qu'avec emmener toute la pierre à encre et le bâton, en fait. Mais en même temps, ça pourrait être bien pour les calmer, peut-être. Mais bon. Au cassé. Et elle me dit quand même que pour les œuvres finales, en général, après l'entraînement, quand on fait vraiment la calligraphie définitive, on utilise effectivement la pierre à encre. Elle m'a même dit que maintenant, il y a des petites machines qui font tourner automatiquement le bâton. Mais alors ça, je trouve que ça perd tout son charme. Mais... Tout à fait. Je pense que ça va dans un... C'est pour ça, avant... Les grands érudits chinois, ils avaient toujours leur petit apprenti à côté qui frotte le bâton, en fait. Ah, d'accord. Qui s'occupait de rajouter de l'eau dans l'encrier et de frotter le bâton, en fait. Le calligraphe n'était pas tout seul, en fait, à l'œuvre. Voilà. Et alors, concernant le papier... On peut expliquer qu'il y a 3 grands types de papier. La première, c'est ce qu'on appelle le xuanzhi, en fait, c'est le plus utilisé. Et ça, c'est fait à partir de l'écorce d'une plante, enfin de la partie dure extérieure d'une plante qui s'appelle Wickstromia sycockiana, et aussi avec la pâte de bois et la pâte de paille, en fait. Donc là, c'est pas le riz. De riz. De paille de riz, en fait. Donc, c'est pas le riz, le grain de riz proprement parlant, c'est plutôt la paille de riz qui est utilisée. Et ce genre de papier a pour caractéristique d'être doux, mais résilient à la fois, qui absorbe très bien, ce qui permet de faire des choses très fines, donc calligraphie, mais aussi la peinture, comme les fleurs. Voilà. Et la deuxième sorte de papier, c'est ce qu'on appelle en coton. Mais finalement, c'est pas en coton, c'est aussi à partir de santal bleu, c'est ça. Et aussi mûrier de Chine. Et ça, c'est une sorte de papier plus
rough, plus rêche ou ouais, plus dur aussi, et qui se casse pas facilement. Du coup, les calligraphes aiment utiliser pour faire la peinture de paysages, de grandes montagnes en fait. Et le troisième sorte, c'est fait avec de la pâte de bambou, et ça permet d'absorber rapidement de l'encre, et c'est une couleur un peu jaunâtre et qui se casse plus facilement en fait. Donc c'est plus souvent utilisé par les débutants qui apprennent à écrire, ou alors des calligraphes qui aiment avoir un rendu différent en fait. Voilà. Il y a à Taipei un petit musée du papier sur lequel j'avais fait une vidéo. Je vais la remettre dans l'article si jamais ça vous intéresse. Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qui a été inventé par les Chinois, en fait. Le papier, il y a énormément de sortes différentes de papier. Et donc, le papier Xuan, dont tu viens de parler, il a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2009. Et son procédé de fabrication, apparemment, est assez compliqué. C'est pas donné, comme papier. Apparemment, il voulait le garder secret, parce que ça a été volé, entre guillemets, par les Japonais. Et ils n'ont pas été très contents. Donc, Et les Japonais ont fait des choses de mieux, c'est ça? Ah, peut-être. C'est comme d'habitude. Ils s'inspirent et ils font encore mieux. Ouais. En tout cas, c'est pas si facile que ça. D'accord. À faire. C'est pour ça reste cher. Mais il y a une fabrication industrielle déjà, en fait. Maintenant, oui, tout à fait. Oui. Ouais. Parce que sinon, ce serait trop petite quantité par rapport à tous les besoins d'aujourd'hui. Voilà. Alors, on va faire une question de Jacques Augustin qui nous demande d'évoquer l'immigration à Taïwan. Est-ce qu'elle est importante ou au contraire mineure dans l'archipel? Alors, personnellement, moi, je pense qu'elle est importante. On va voir tout à l'heure, à la fin de mes premières explications, en termes de pourcentage, ça va être assez impressionnant. Mais c'est très différent de la situation en France, par exemple. Tout à fait. Dans l'immigration, du coup, est-ce qu'on compte les travailleurs migrants? En fait, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, pour moi qui viens à Taïwan, c'est un système complètement incompréhensible parce qu'il y a deux catégories d'étrangers qui ne sont pas du tout traités de la même manière et qui ne s'appellent pas non plus de la même manière, en fait. Non plus, oui. Donc, il y a les personnes qui sont étrangères, mais qui habitent à Taïwan parce qu'elles se sont mariées avec un ou une Taïwanaise. Et donc, ce sont principalement des épouses qui sont venues de Chine continentale, mais aussi d'Asie du Sud-Est, environ 600 000. Et il y en a bien sûr quelques époux et épouses qui viennent du Japon ou des pays occidentaux, mais il n'y en a pas beaucoup, quoi. Il n'y en a vraiment pas autant. Donc, c'est quand même 600 000 personnes, plus maintenant leurs enfants, à peu près 500 000. Mais leurs enfants sont considérés comme deuxième génération. Deuxième génération, mais taïwanais en fait. Tout à fait, taïwanais, mais deuxième génération. La deuxième catégorie, ce sont les travailleurs migrants qui viennent d'Asie du Sud-Est. Et là, ils sont 750 000 actuellement. C'est en augmentation. Il va aussi y avoir prochainement des personnes qui viennent d'Inde. Plus environ 90 000 clandestins, en fait, qui sont restés après la fin de leur contrat ou qui ont fui leur employeur, parce qu'en fait, ils n'ont pas le droit de changer d'employeur. Donc, quand ça se passe mal avec leur employeur, parfois, la seule solution, ils prennent la fuite. Et donc, eux, en fait, ils doivent normalement rentrer après quelques années à la fin de leur contrat. Donc c'est temporaire, c'est une immigration temporaire. C'est seulement récemment que le gouvernement a un peu changé cette politique en permettant à certains qui sont considérés comme travailleurs niveau intermédiaire, niveau qualifié intermédiaire, notamment s'ils parlent chinois, etc., qui peuvent postuler pour rester plus longtemps, mais ils n'ont pas le droit au regroupement familial. En fait, ça correspond un peu à la situation en France, peut-être qu'on avait, je pense, dans les années 60. C'est qu'il y a eu on a fait venir des immigrés pour travailler dans les usines, mais à l'époque, on leur avait pas encore permis de faire venir leur famille. D'accord. Peut-être qu'au bout d'un moment, je ne sais pas, à Taïwan, il va y avoir des protestations aussi de la part de ces personnes pour faire venir leur famille. Mais en tout cas, les traitements des deux catégories, donc d'un côté, ce qu'on appelle les nouveaux résidents,
Et de l'autre côté, les travailleurs migrants, c'est pas du tout le même traitement et ils n'ont pas le même permis de résidence, etc. Et je vais faire justement prochainement des émissions sur les travailleuses migrantes qui ont des bébés à Taïwan. Et parce que c'est légal, normalement elles ont le droit, mais en fait il y a très peu de gens qui savent que c'est légal. Donc notamment quand elles sont enceintes, elles se font souvent parce qu'en général ils sont virer. censés être célibataires à Taïwan en fait. Voilà, elles sont. Mais bon, quand on reste pendant quelques années, qu'on est jeune, bien sûr, bah bien voilà, sûr, oui, bien sûr, je comprends. C'est pas si évident que ça. Oui. Et donc. Notamment sur ce point-là, on va pouvoir voir la différence de traitement, alors que les nouveaux résidents, un des objectifs, entre guillemets, c'était surtout pour les maris taïwanais qui ne trouvaient pas de femmes à Taïwan, de pouvoir avoir une descendance. Voilà. Donc là, c'est vraiment notamment pour faire des enfants. Oui. Mais en tout, si on compte vraiment toutes ces personnes, sauf les clandestins, ça fait 1,5 à 2 millions sur 23 millions qui sont issus de l'immigration. Donc, il y a une association sur laquelle j'avais fait des reportages qui s'appelle 140, parce que quand cette association a été créée, il y avait un habitant sur 40 à Taïwan qui était travailleur migrant. Ça ne comprend pas les mariages. Voilà. Et aujourd'hui, c'est 1 sur 30. Ouais, donc ça augmente. C'est énorme quand même. Ouais, je pense que la partie de mariage, le nombre se stagne en fait, ça reste stable. Mais la partie de travailleurs migrants, effectivement, comme la demande de la main-d'œuvre augmente, c'est en augmentation en fait. Ouais. On a déjà fait pas mal d'émissions dessus, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez chercher sur le site. Parce que le traitement qu'on dit, c'est différent, c'est aussi dans l'attitude des Taïwanais vis-à-vis de ces personnes, en fait. Des fois, on voit des choses qui sont discriminatoires envers cette couche de population qui sont de plus en plus nombreux et qui sont extrêmement importants pour la société taïwanaise, en fait. Mais pour les travailleurs migrants, justement, c'est pour ça qu'on les appelle les travailleurs migrants, ils sont considérés juste à travers leur travail, en fait. C'est-à-dire, par exemple, quand ils ont des bébés, ils n'ont même pas le temps de s'en occuper parce qu'en fait, ils sont censés être 24 heures sur 24 à leur travail. C'est à domicile, en fait. À domicile. Oui, parce que la plupart sont dans les usines, quand même. Donc, c'est encore différent en fait selon la nature de leur travail. Tout à fait. Ouais. Enfin, bon bref, en tout cas c'est une vaste question en fait. C'est une vaste question. On a juste un peu soulevé le tapis, mais voilà. Merci beaucoup pour cette vaste question. Merci beaucoup. Et nous répondons aussi à une question de Christian Guibordou sur. Merci d'abord pour vos rapports d'écoute. Et il a découvert en fait récemment que la peine de mort existait toujours à Taïwan. Il pensait qu'un pays aussi évolué que Taïwan avait déjà aboli la peine de mort, et moi aussi. Mais bon, du coup, il avait quelques questions. En fait, il voudrait savoir combien d'exécutions en moyenne on réalise chaque année, comment se fait l'exécution et quand a eu lieu la dernière exécution et quel crime avait fait l'exécuter en fait. Une question difficile, on pourrait dire. À Taïwan, la peine de mort existe toujours, même si depuis 2020, il n'y a plus d'exécution de réaliser. La dernière exécution, ça doit être Zheng Jie, en fait. Le tueur du métro. Un Taïwanais assez jeune qui a décidé un jour de faire... de poignarder en fait avec des couteaux à aveugle en fait dans le métro de Taïwan. Je sais plus combien, dans Taipei en fait, je sais plus combien de personnes il avait blessé et tué. En tout cas, il a été condamné très rapidement et l'exécution a eu lieu très rapidement. Parce que parfois à Taïwan, effectivement, il y a des personnes qui sont condamnées mais qui ne sont pas exécutées très rapidement et qui sont dans le couloir de la mort très longtemps. Oui, et là, apparemment, comme il n'y avait aucun doute que c'était pas lui, il pouvait pas avoir une marge d'erreur judiciaire et que lui-même il n'avait pas de remords en fait du tout, et du coup c'était une exécution tellement rapide que ça devient surprenant en fait. Et en fait, depuis l'arrivée au pouvoir du DPP en l'an 2000, on a essayé de ne plus réaliser d'exécution. Il y avait un moratoire. Il y avait le ministre de la Justice avait choisi de ne pas signer l'ordre de l'exécution. En fait. Oui, c'est ça. Et c'était entre 2006 et 2009. Et par la suite, en 2010, avec le retour déjà du Kuomintang au pouvoir, les exécutions ont commencé, mais il n'y a pas de nombre très important en fait entre 2010
Et 2016, c'est environ... en 2010, c'est 4 personnes. Et en 2016, c'est descendu à 1 personne. 2018, 1 personne. Et 2020, 1 personne, en fait. Donc, c'est déjà un nombre très peu important. Le nombre le plus important, c'est en 1990, avec 78 exécutions. Ouais. Et ça, c'est depuis la levée de la loi martiale. Et il faut savoir que Taïwan a progressivement amendé différentes lois pour que la peine de mort soit moins appliquée. C'est juste pour les crimes les plus graves. Il y a il y a encore, en tout cas, dans l'ensemble, 50 motifs, en fait, on pourrait dire. Ah oui, quand même, 50 motifs. Oui, donc c'est surtout la trahison. Donc, il y a une partie dans le code pénal des militaires. Donc là, c'est plus important, la trahison ou alors la fuite de secret national, tout ce que les soldats doivent respecter. Et aussi dans le code pénal de Taïwan. Donc, ça prend les différents aussi, les émeutes, ce genre de choses. Ou encore l'homicide après viol. D'accord. Ce genre de choses. Ça, c'est par contre, c'est quelque chose encore bizarre dans la loi, c'est les crimes de pirates. Ah oui, on n'a pas beaucoup de pirates à Taïwan. Et aussi, pour d'autres motifs, ça peut être, par exemple, détournement d'avion et tu provoques des morts. Et le trafic, la fabrication, le trafic de drogue et qui tourne mal, en fait. Ce genre de motif, ça reste ah oui, je pensais que la drogue, c'était plus... Non, la drogue, ça reste toujours. Ah ben, dis donc. Oui. Mais je pense que c'est très peu appliqué en réalité, en fait. Et pour l'instant, il y a 37 personnes qui sont condamnées à mort à Taïwan et qui ont demandé une interprétation de la Constitution. Et il y a eu un débat fin avril. Et donc, un débat au niveau de la Cour suprême qui doit rendre son avis le 22 septembre. Et donc, toi, justement, et Floriane, vous êtes en train de préparer plusieurs émissions là-dessus. Si vous voulez en savoir plus, on avait aussi diffusé des émissions sur une enquête qui avait été faite dans le couloir de la mort auprès des personnes incarcérées. Il y avait aussi dans Femmes d'ombre, Femmes de lumière, le portrait d'une militante anti-peine de mort. Et je crois qu'on n'a pas répondu à une des questions de Christian Guibaudot, c'est comment se fait l'exécution. C'est avec une balle dans la nuque. C'est pour une balle, fait. Oui, c'est par une balle, oui, c'est vrai. Et par rapport aux émissions qu'on est en train de préparer, récemment, on a retrouvé des archives de RTI réalisées en 2010. Une journaliste avait pu rencontrer, interviewer quelques personnes condamnées à mort. Et je pense qu'on aimerait bien exploiter aussi pour faire quelques partages. Je ne sais même pas si ces personnes sont exécutées depuis 2010 à maintenant. Mais en tout cas, c'est précieux, en fait. Oui, tout à fait. Et Floriane m'a dit aussi qu'elle souhaitait interviewer des condamnés à mort qui avaient été relâchés, puisqu'en fait, ils ont été innocentés. Il y en a même plus qu'un. Oui, mais il y a un qui est plus proche des médias, en fait, qui est plus prêt à parler, en fait. Mais en tout cas, ça montre qu'il y a certaines erreurs judiciaires. C'est toujours, et que la justice n'est pas infaillible. Et c'est notamment l'une des raisons mises en avant par les militants anti-peine de mort. Tout à fait. Il faut espérer qu'on arrive à faire évoluer la situation. C'est pas si évident que ça, en fait. Il y a certains qui évoquent les mœurs traditionnelles avec le confucianisme et les sanctions, et ça, c'est quelque chose de... Certains pensent qu'à la société taïwanaise, il n'y a pas encore eu un débat progressif pour que les gens adhèrent cette idée d'abolition de la peine de mort. Mais c'est vrai qu'on a interviewé une militante pour... abolition de la peine de mort, et elle a dit l'exécution des personnes ne peuvent pas être la valeur de Taïwan, en fait. Du coup, je pense que il n'y a pas encore, mais je consens qu'il n'y a pas suffisamment de discussion au sein de la société sur ça, en fait, sur ce sujet. Voilà. En tout cas, c'est un sujet à suivre dans les prochaines semaines sur notre antenne. Oui, on espère pouvoir arriver assez rapidement. On est assez bloqué par les Jeux Olympiques, mais ça va arriver après les Jeux Olympiques. Oui, tout à fait. Et on est désolé de vous laisser sur cette note un peu triste, mais bon, voilà, on arrive déjà à la fin de l'émission. On a déjà fait ça la semaine dernière. Désolée. C'était avortement la semaine dernière.
On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Voilà, du coup, on vous remercie de votre écoute. Et donc, c'était Sasa et Megouin pour le courrier des auditeurs. À bientôt. Bye.